Les lumières de l'hôpital clignotaient avec ce bourdonnement électrique qui vous vrille les nerfs quand on attend depuis des heures. Je tenais la main de mon fils dans les miennes, ses petits doigts brûlants de fièvre, son corps tremblant sous la couverture trop fine qu'on nous avait donnée aux urgences. Léo avait à peine 6 ans et me regardait avec ses yeux effrayés qui me brisaient le cœur. J'essayais de sourire, d'être forte, mais à l'intérieur, je sentais que je m'effondrais. « Maman, je vais guérir !» me demanda-t-il d'une voix cassée. « Bien sûr, mon amour. Les docteurs vont bien s'occuper de toi, tu verras. » Je lui caressais les cheveux humides de sueur et tentais de ne pas penser que cela faisait 3 heures que j'essayais de joindre Julien, mon mari. 3 heures d'appels sans réponse, de messages ignorés. Je me disais qu'il devait être occupé, que son téléphone n'avait plus de batterie, qu'il y avait sûrement une explication logique. Après 13 ans de mariage, je voulais encore croire qu'il y avait des explications logiques à tout. Puis mon téléphone vibra. Je le sortis de mon sac avec un mélange de soulagement et d'anxiété. Enfin, il devait être inquiet, demandant des nouvelles de Léo, disant qu'il était en route. Je déverrouillai l'écran et vis son nom, Julien. Mais ce N était pas des mots d'inquiétude qui remplissaient l'écran. Je pars à Paris avec ma nouvelle compagne. J'ai déjà viré l'argent de notre compte. N'essaie pas de me contacter. Je lus le message 1 fois, 2 fois, 3 fois. Les lettres dansaient devant mes yeux comme si elles étaient écrites dans une langue que je ne comprenais pas. Le bruit de l'hôpital devint lointain, assourdi, comme si on m'avait plongé la tête sous l'eau. Je sentis le sol tanguer sous mes pieds, les murs se refermaient sur moi. Mon cœur battait si fort que je crus qu'il allait exploser. Paris, nouvelle compagne. L'argent. L'argent? Les mains tremblantes, j'ouvris l'application de la banque. Notre compte joint, où nous gardions les économies de plusieurs années, l'argent pour le prêt immobilier, pour les dépenses de Léo, pour tout. L'écran chargea lentement, cruellement lentement, et quand les chiffres apparurent, je sentis comme un coup de poignard. Solde 0. 0. Il avait tout vidé. « Madame Moreau, le docteur peut vous recevoir, » dit une infirmière en s'approchant. Je la regardais sans vraiment la voir. Ma bouche bougea pour répondre, mais je ne reconnus pas ma propre voix. Léo me serra la main, effrayé par mon expression. « Maman ?» Je rangeai le téléphone. Je pris une grande inspiration, même si j'avais l'impression que l'air n'atteignait pas mes poumons. Je regardais mon fils. Son petit visage rougi par la fièvre, ses yeux cherchant la sécurité dans les miens, et quelque chose se brisa en moi. Ce ne fut pas un effondrement spectaculaire. Ce fut quelque chose de plus profond, de plus définitif. Comme si une partie de moi mourait à cet instant, et qu'une autre naissait de ses cendres. Nous suivîmes l'infirmière dans le couloir. Chaque pas était mécanique, automatique. Le docteur examina Léo, parla d'infection virale, de médicaments, de repos. J'hochais la tête, prenais des notes mentales, je fonctionnais. De l'extérieur, j'étais une mère inquiète faisant le nécessaire. À l'intérieur, c'était une tempête de fureur, de douleur et de quelque chose de plus sombre que je ne savais pas encore nommer. Quand nous retournâmes dans la salle d'attente pour la prise de sang, je ressortis le téléphone. Je relus son message. Chaque mot était un couteau. Je pars à Paris, comme s'il annonçait des vacances. Avec ma nouvelle compagne. Depuis combien de temps était-il avec elle? Des mois, des années? M'avait-il trompé pendant que je préparais ses dîners? Que je repassais ses chemises? Que j'élevais notre fils seul, parce qu'il était toujours trop occupé par le travail? J'ai déjà viré l'argent. C'était ce qui me brûlait le plus. Il ne m'avait pas seulement abandonné. Il n'avait pas seulement détruit notre famille. Il m'avait laissé sans ressources, vulnérable, avec un enfant malade dans les bras. Il voulait que je sombre. Il voulait me voir supplier, ramper jusqu'à lui. Il voulait m'humilier complètement. Mon téléphone vibra de nouveau. C'était ma belle-mère, Clara. Julien m'a tout raconté. J'espère que tu réfléchiras à ce que tu as fait de mal dans ton mariage pour que mon fils doive chercher le bonheur ailleurs. Une bonne épouse aurait su garder son mari heureux. Je fermai les yeux. Bien sûr, Julien avait déjà préparé le terrain, vendu sa version de l'histoire. G était la méchante, l'épouse imparfaite qu'il avait poussée dans les bras d'une autre. Sa famille était déjà de son côté, croyant ses mensonges, justifiant sa trahison. Léo s'appuya contre moi, épuisé. Je lui embrassai le front et sentis ses larmes se mêler aux miennes. Mais ce n'étaient pas seulement des larmes de tristesse. Il y avait de la rage en elles. Il y avait de la détermination. J'ouvris à nouveau le message de Julien. Mes doigts restèrent suspendus au-dessus du clavier. Je voulais écrire tout ce que je ressentais. Je voulais le traiter de lâche, de traître,
de monstre. Je voulais lui dire de pourrir à Paris, qu'il ne reverrait jamais son fils, qu'il paierait pour ça de 1000 manières différentes. Mais je n'écrivis rien de tout cela. J'y écrivis seulement 2 mots. « Merci, Julien ». Et j'appuyai sur « Envoyer ». Ce n'était pas de la faiblesse. Ce n'était pas de la résignation. C'était quelque chose de complètement différent. C'était une déclaration de guerre silencieuse. Il pensait m'avoir détruite, m'avoir laissée en ruine. Il pensait que j'allais pleurer, le supplier, m'effondrer. Mais il se trompait. Je rangeai le téléphone et serrai mon fils plus fort. L'infirmière appela notre nom pour le prochain examen. Je me levai, pris la main de Léo et marchai le dos droit. Julien avait allumé une mèche sans le savoir. Et quand il arriverait à Paris, quand il croirait avoir gagné, quand il penserait que J était anéanti et vaincu, il se rendrait compte de son erreur. Je ne savais pas encore exactement comment, je n'avais pas de plan détaillé. Mais tandis que nous attendions dans cet hôpital, que je tenais mon fils malade, que je sentais le poids de la trahison m'écraser la poitrine, quelque chose changea en moi. La femme que j'avais été pendant 13 ans, celle qui avait cédé, pardonné et cru aux secondes chances, cette femme venait de mourir dans la salle d'urgence de l'hôpital Édouard Herriot. Et celle qui était née à sa place n'allait pas abandonner. Elle n'allait pas sombrer. Elle n'allait pas lui donner cette satisfaction. Elle allait survivre. Elle allait se relever. Et quand elle le ferait, il regretterait de l'avoir sous-estimée. « Merci, Julien », murmurai-je pour moi-même, tandis que Léo somnolait contre mon épaule. « Merci de m'avoir montré qui tu étais vraiment. Merci de m'avoir libérée de l'illusion. Merci de m'avoir donné une raison d'être plus forte que je ne l'aurais jamais cru possible. » Les lumières de l'hôpital continuaient de clignoter, mais je ne les entendais plus. J'y écoutais seulement le battement de mon propre cœur, furieux et déterminé, marquant le début de quelque chose de nouveau. Nous sommes rentrés à la maison alors que l'aube commençait à teindre le ciel de Lyon d'un rose pâle. Léo dormait dans mes bras, lourd de fatigue et de médicaments. J'ouvris la porte de l'appartement en faisant attention de ne pas le réveiller, et j'entrai dans ce qui avait été notre foyer pendant 8 ans. Mais ce n'était plus un foyer. C'était une coquille vide. J'allumai les lumières, et le salon m'accueillit avec son silence brutal. Tout était tel que je l'avais laissé la veille, quand J était parti en courant à l'hôpital avec Léo brûlant de fièvre. La tasse de café de Julien était encore sur la table de la salle à manger, à moitié bue. Sa veste noire était suspendue au dossier de la chaise. On aurait dit qu'il allait revenir d'un moment à l'autre, que tout n'était qu'un cauchemar dont j'allais bientôt me réveiller. Mais il n'allait pas revenir. J'emmenai Léo dans sa chambre et le couchai avec précaution. Je lui enlevai ses chaussures, le bordai avec sa couverture de super-héros et restai à le regarder dormir. Sa respiration était plus calme maintenant. Son front ne brûlait plus autant. Au moins ça. Au moins mon fils allait bien. Je fermai la porte de sa chambre et retournai au salon. C'est alors que je le vis vraiment. Ce que je n'avais pas voulu voir avant. Le placard de notre chambre entrouvert, avec des espaces vides là où se trouvaient ses costumes. La salle de bain, sans son rasoir, sans son eau de Cologne, sans aucune trace de lui. Le bureau, avec des tiroirs ouverts et des papiers en désordre. Il avait tout pris. Il avait planifié cela méticuleusement. Pendant que J était à l'hôpital avec notre fils malade, que je le suppliais au téléphone de venir, il était là, en train de faire ses valises, de s'effacer de nos vies comme s'il n'avait jamais existé. Je m'assis sur le canapé, et pour la première fois depuis que j'avais reçu son message, je laissais les larmes couler librement. Je pleurais pour les 13 années perdues. Je pleurais pour la famille que je croyais avoir. Je pleurais pour ma naïveté, pour toutes les fois où j'avais ignoré les signes, pour toutes les nuits où il était resté travailler tard, pour tous les voyages d'affaires qui prenaient maintenant un sens différent. Je pleurais jusqu'à ne plus avoir de larmes. Et alors, épuisé, j'ouvris mon ordinateur portable. J'avais besoin de savoir exactement à quel point la situation était grave. J'avais besoin de voir les chiffres, d'affronter la réalité. Je me connectais à notre compte bancaire joint, 0 €. Confirmé. Puis je vérifiais les cartes de crédit. Toutes annulées. Je vérifiais notre compte épargne. Vide. Il avait été minutieux, méticuleux. Il avait calculé chaque mouvement pour me laisser sans rien. Mais Julien avait commis une erreur cruciale née de sa propre arrogance. Il pensait me connaître. Il pensait que Jija était la même femme naïve que j'avais été pendant toutes ces années, celle qui faisait confiance aveuglément, qui ne remettait jamais rien en question. Il pensait que je n'avais pas de secret, pas de ressources propres, que je dépendais entièrement de lui.
s'était trompé. Les mains encore tremblantes, je me déconnectai de nos comptes joints et ouvris une fenêtre de navigation privée. J'accédai à une autre page, avec des identifiants que seul moi connaissais. Un compte que j'avais ouvert il y a 3 ans, si discrètement que même la banque n'avait pas envoyé de courrier à notre adresse commune. 3 ans plus tôt, ma mère m'avait dit quelque chose qui m'avait semblé exagéré à l'époque. Nous prenions un café dans sa cuisine, et elle m'avait pris la main avec cette expression sérieuse qu'elle avait quand quelque chose la préoccupait vraiment. « Chloé, m'avait-elle dit, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Ouvre un compte à ton nom seul, mets de l'argent de côté, même un peu chaque mois. Ne le dis pas à Julien. Maman, pourquoi je ferais ça? Julien et moi n'avons pas de secret. Et ce n'est pas une question de secret, ma chérie. C'est une question de sécurité. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Jamais. » Sa propre expérience avec mon père, qu'il avait laissé avec 3 enfants, et sans un sou à 35, en mai n'avait marqué ces mots d'un poids que je n'avais pas voulu ignorer complètement. Alors je l'avais fait. J'avais ouvert le compte. Et chaque mois, discrètement, je virais une petite somme. Parfois 100 €, parfois 200. Les bons mois, quand je trouvais des missions de traduction freelance supplémentaires, je mettais plus de côté. Pendant 3 ans, j'avais gardé ce compte secret. Non pas que je me méfiais de Julien, exactement, mais parce que les mots de ma mère avaient planté une graine de précaution que je ne pouvais ignorer. Et maintenant, en regardant l'écran de l'ordinateur, en voyant le solde que j'avais accumulé, je ressentis une gratitude féroce envers ma mère et envers mon moi du passé. 17 000 €. Ce N n'était pas une fortune. Ce N n'était pas assez pour vivre sans souci pendant des années. Mais C était assez pour survivre. C était assez pour payer le prêt immobilier pendant plusieurs mois. C était assez. Pour les médicaments de Léo, pour la nourriture, pour l'essentiel en attendant de trouver un moyen de m'en sortir. C était assez pour que Julien ne m'ait pas complètement détruite. Je m'adossai au canapé, ressentant quelque chose de semblable au soulagement mêlé d'amertume. Il pensait m'avoir laissée à la rue, vulnérable, désespérée. Il pensait que je serais en panique en ce moment, que je serais en train de l'appeler, de le supplier, de m'humilier. Mais je ne le ferai pas. Je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Je saisis mon téléphone. J'avais 27 messages non lus. Je commençais à les lire un par un. La plupart venaient de sa famille, sa sœur Isabelle. Je n'arrive pas à croire que tu aies laissé Julien partir comme ça. Tu aurais dû être une meilleure épouse. Son père Ernest. Un mariage demande des efforts des 2 côtés, Chloé. Peut-être que si tu avais prêté plus d'attention à ses besoins. Sa mère Clara, encore. Julien a toujours été un homme bon. Tu l'as poussé dans les bras d'une autre. Chaque message était une blessure. Non seulement mon mari m'avait trahi, sa famille entière avait fait bloc autour de lui, me peignant comme la méchante, la coupable de la destruction de notre mariage. Pas un seul n'a demandé des nouvelles de Léo. Pas un seul n'a remis en question la cruauté de son timing, nous abandonnant alors que notre fils était à l'hôpital. Je bloquais tous leurs numéros, un par un. Clic, 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 chaque. Blocage était une petite victoire, une porte que je claquais avec force. Puis le téléphone sonna, un numéro inconnu. J'hésitais avant de répondre. « Allô? Chloé Moreau ?» La voix était professionnelle, féminine. « Oui, c'est moi. Je vous appelle de la part de la Société Générale. Nous avons une trace d'un virement important effectué par votre mari, Julien Moreau, depuis votre compte joint hier soir. Nous appelons simplement pour confirmer que vous avez autorisé cette transaction. » « Non, je ne l'ai pas autorisée. » Il y eut une pause. « Je comprends. Comme c'est un compte joint, techniquement l'un ou l'autre des titulaires peut effectuer des mouvements sans le consentement de l'autre. Mais vu le montant, nous voulions vérifier. Souhaitez-vous déposer une réclamation ? Une réclamation ? Contre mon propre mari ? À quoi bon ? Il avait agi dans son droit légal, aussi immoral que cela puisse être. Non, dis-je finalement. Pas de réclamation. Je raccrochais et fixais le téléphone. Quelque chose dans cette conversation avait allumé une étincelle. La banque avait appelé parce que le virement était important, inhabituel, ce qui signifiait que Julien avait déplacé une somme considérable.
Notre compte avait environ 35 000 €. Ce N n'était pas énorme, mais pour lui, qui commençait une nouvelle vie à Paris, était significatif. J'ouvris à nouveau mon ordinateur portable et commençai à faire des recherches. Je cherchais des informations sur les comptes joints, la séparation de biens, les droits en cas d'abandon du domicile conjugal. Je lus des articles juridiques jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Et en lisant, un plan commençait à se former dans mon esprit. Julien avait joué sa main en pensant que je n'avais pas de carte, mais j'en avais. Et maintenant, dans le silence de notre appartement vide, avec mon fils dormant dans la chambre du fond et l'aube entrant par les fenêtres, je commençais à planifier mes prochains coups. Je n'allais pas le poursuivre. Je n'allais pas le supplier. Je n'allais pas lui donner le spectacle qu'il attendait probablement. J'allais faire bien pire. J'allais disparaître de sa vie aussi complètement qu'il avait tenté de disparaître de la mienne. J'allais construire quelque chose de nouveau, de mieux, quelque chose qui n'aurait besoin de rien de lui. Et quand il se rendrait enfin compte de ce qu'il avait perdu, quand Paris cesserait d'être le fantasme qu'il avait construit dans sa tête, quand sa nouvelle compagne montrerait son vrai visage, quand il voudrait revenir, quand il s'attendrait à me trouver brisée et désespérée, il n'y aurait rien, seulement le silence, seulement l'absence, seulement la froide vérité que j'avais avancée sans lui. Je fermai l'ordinateur portable et me servis un verre d'eau. Mes mains ne tremblaient plus. Ma respiration était plus stable. Le choc initial laissait place à quelque chose de plus froid, de plus calculé, de plus fort. Je jetai un dernier coup d'œil dans la chambre de Léo. Il dormait paisiblement, ignorant que son monde venait de changer à jamais. Je lui avais promis que les docteurs prendraient bas soin de lui. Maintenant, je me promettais à moi-même que je le protégerais de tout le reste, de la cruelle vérité, pour l'instant, de l'absence de son père, de l'humiliation que sa famille avait tenté de nous imposer. Je retournai au salon et m'assis devant l'ordinateur. J'avais du travail, des appels à planifier, des documents à préparer, une vie à reconstruire de ses cendres. Julien pensait avoir gagné. Il ne savait pas encore que la partie venait de commencer. Les premiers jours furent un flou de survie mécanique. Je me levais, préparais le petit déjeuner de Léo, lui donnais ses médicaments, l'emmenais à l'école, allais travailler, rentrais à la maison, préparais le dîner, le couchais, répétais, existais, fonctionnais, ne pas trop penser. Car penser faisait mal comme respirer avec des côtes cassées. Mon téléphone vibrait constamment avec des messages de Julien. Les premiers jours, je les ignorais complètement. Puis, une nuit, alors que Léo dormait et que J était assise dans le noir du salon avec un verre de vin que je n'osais pas boire, je cédai à une curiosité morbide et les lus tous d'un coup. « Chloé, je sais que tu es en colère, mais tu comprendras que C était nécessaire pour mon bonheur. Paris est incroyable. Le soleil, les rues, la vie ici. Tu devrais te réjouir pour moi. Paula est merveilleuse. Elle me comprend d'une manière que tu n'as jamais pu. J'espère que tu prends bien soin de Léo. Après tout, tu as toujours été meilleure comme mère que comme épouse. » Chaque message distillait cette arrogance qui le caractérisait, cette capacité à réécrire la réalité pour se peindre comme le héros de sa propre histoire. Pas une seule excuse, pas une seule question sur Léo, pas une once de culpabilité ou de doute. Seulement des justifications, de l'ego, la certitude absolue d'avoir fait le bon choix. Il y avait une photo jointe à un des messages. Je l'ouvris. C était Julien sur ce qui semblait être une terrasse, avec vue sur la tour Eiffel, le bras autour d'une femme blonde d'une trentaine d'années, tous deux souriant avec des verres de vin à la main. Paula, je supposais. Elle avait l'air jeune, radieuse, heureuse. Il avait l'air rajeuni, comme s'il s'était débarrassé de 10 ans en même temps que de sa famille. Je rangeai le téléphone sans répondre. Je ne lui donnerais pas le plaisir de savoir que j'avais vu ses messages, que j'avais regardé sa photo, que je m'étais permis de ressentir cette pointe de douleur et de colère en le voyant si heureux, pendant que je luttais pour garder la tête hors de l'eau. 5 jours passèrent. Les messages continuèrent d'arriver, chacun plus révélateur de son narcissisme. Il me parlait de restaurants chers, de son nouvel appartement dans le Marais, de comment Paula et lui prévoyaient de voyager en Europe maintenant qu'il était libéré de ses chaînes. Comme si Léo et moi étions des chaînes qui lui blessèrent les chevilles, des fers dont il s'était héroïquement échappé.
Je continuais de ne pas répondre. Et mon silence commençait à l'agacer. « Tu ne vas rien dire !» Sans, tu pourrais au moins avoir la décence de répondre. Ne sois pas puérile, Chloé. Je souris amèrement à ce dernier message. J'y étais la puérile. Pas lui, qui avait abandonné sa famille par SMS. Pas lui, qui avait vidé le compte pendant que son fils était à l'hôpital. Moi. Mais je continuais de ne pas répondre. Une semaine après son départ, je reçus un message différent. Il était plus long, clairement écrit après quelques vers. « Tu sais ce qu'il y a de mieux dans tout ça, Chloé? C'est que je peux enfin respirer, que je n'ai plus à faire semblant. 13 ans à faire semblant d'être heureux, que notre mariage signifiait quelque chose. 13 ans à supporter ta médiocrité, tes routines ennuyeuses, ton manque d'ambition. Paris m'a rappelé qui je suis vraiment. Un homme avec du potentiel, des rêves, une envie de vivre. Et Paula me voit. Elle m'apprécie. Elle me désire d'une manière que tu ne l'as jamais fait. Alors merci, je suppose. Merci d'être si prévisible, si insuffisante, que tu m'as forcé à chercher mieux. Tu m'as rendu service sans le savoir. » Je lus ce message 3 fois. Chaque mot était du poison distillé. Chaque phrase, une tentative calculée de détruire le peu qu'il restait de mon estime de moi. Il voulait que je craque. Il voulait que je réponde avec rage ou supplication, que je lui donne le spectacle dont son ego avait besoin. Mais je ne le fis pas. Je bloquai son numéro. Sans rage, sans drame, simplement d'un clic calme et définitif. Sa voix disparut de ma vie comme si elle n'avait jamais existé. Cette nuit-là, je dormis mieux que de toute la semaine. Les jours suivants furent plus faciles. Sans ces messages empoisonnant chaque instant, sans sa voix dans ma tête, je pus commencer à me concentrer sur ce qui importait vraiment. Léo allait mieux. La fièvre avait complètement disparu, et il redevenait le garçon joyeux qu'il avait toujours été. Je lui dis que papa était en très long voyage pour le travail. Ce n'était pas le moment pour toute la vérité. Ce moment viendrait. J'utilisais une partie de l'argent de mon compte secret pour payer le prêt du mois. J'ajustais notre budget de manière drastique. Je coupais les dépenses inutiles. J'acceptais plus de missions de traduction freelance, travaillant tard après que Léo se soit endormi. Chaque euro que je gagnais était une brique de plus dans le mur que je construisais entre le passé et le futur. Mais alors, 10 jours après son départ, je reçus un message d'un numéro inconnu. J'hésitais avant de l'ouvrir, mais la curiosité l'emporta. « Chloé, c'est moi. Pourquoi tu m'as bloqué? On doit parler de choses pratiques. Réponds s'il te plaît. » Julien avait trouvé un autre numéro. Bien sûr, son besoin de contrôle ne supportait pas mon silence. Je le bloquai aussi. 2 heures plus tard, un autre nouveau numéro. « Ok, je comprends. Tu es en colère. Mais c'est ridicule. Il y a des choses qu'on doit régler. Le prêt, les papiers de Léo, tout ça. Tu ne peux pas simplement m'ignorer. » Je ne pouvais pas. Je découvrais que si, je le pouvais, que mon silence avait plus de pouvoir que n'importe quel mot que j'aurais pu lui dire. Je le bloquais de nouveau. Ce soir-là, je reçus un email. L'objet disait « Urgent, à lire maintenant ». Je ne l'ouvris pas. Je le mis directement dans les spams. Les jours suivants, il essaya de me contacter par tous les moyens possibles. Des messages depuis le numéro de Paula, des emails depuis de nouveaux comptes, même un message vocal laissé sur mon téléphone professionnel. Dans tous, le ton changeait progressivement. De la colère à la frustration. De la frustration à quelque chose qui commençait à ressembler à de l'inquiétude. Et alors, exactement 2 semaines après son message d'adieu, je reçus celui que j'attendais. Il était 2 heures du matin. J'y étais réveillée, travaillant sur une traduction urgente qui paierait bien. Mon téléphone vibra sur la table de nuit. Un numéro inconnu encore une fois, mais cette fois j'ouvris le message immédiatement. « Chloé, quelque chose ne va pas. La banque dit qu'il n'y a pas d'argent sur le compte que j'ai ouvert à Paris. J'ai essayé d'utiliser la carte et elle est bloquée. Qu'est-ce qui se passe? Tu as fait quelque chose? » Je fixais l'écran dans le noir, sentant une satisfaction froide parcourir ma colonne vertébrale. Parce que oui, j'avais fait quelque chose. Plusieurs choses, en fait. Pendant qu'il était à Paris, trinquant à sa nouvelle vie, j'avais été très occupée. J'avais contacté un avocat spécialisé en droit de la famille. J'avais déposé une main courante pour abandon du domicile conjugal. J'avais entamé les démarches de séparation. Et, le plus important, j'avais réussi à faire geler temporairement par la banque tout compte qu'il aurait récemment ouvert en utilisant notre argent commun comme base, le temps qu'une enquête soit menée sur le virement non consenti. Ce n'était pas permanent, ce n'était pas illégal de ma part, mais ça me ferait gagner du temps pendant lequel Julien se retrouverait à Paris avec un appartement cher
Une jeune petite amie qui s'attendait probablement à ce qu'il paie tout et sans accès aux 35 000 € qu'il avait volés. Un autre message arriva. « Chloé, s'il te plaît, je sais que tu reçois ça. J'ai besoin que tu me dises ce que tu as fait. Je n'ai pas accès à l'argent. Paula pose des questions et j'ai besoin de cet argent. C'est le mien aussi. Tu le sais, elle était-il? Était-ce son argent? Celui que nous avions économisé ensemble pendant des années pendant que je m'occupais de la maison? Que j'y élevais notre fils et qu'il se pavanait avec sa maîtresse? Mon avocat avait été très clair. En cas de séparation, j'avais des droits. Et il avait commis l'erreur d'abandonner le foyer familial, de laisser son fils, de vider les comptes unilatéralement. Cela jouait en ma faveur. Je ne répondis pas. Les messages continuèrent d'arriver, chacun plus désespéré que le précédent. Le propriétaire demande le loyer du mois et je ne peux pas le payer sans cet argent. Paula dit que si je ne peux pas maintenir ce style de vie, alors qu'est-ce qu'on fait ici? Chloé, s'il te plaît, dis-moi juste ce que je dois faire. Tu veux que je revienne? C'est ça? Tu veux que je m'excuse? Je lus ce dernier message 2 fois. La transformation était stupéfiante. 2 semaines plus tôt, C était l'homme libre, celui qui m'avait appelé médiocre, celui qui remerciait de m'avoir quitté. Maintenant, il offrait des excuses, mentionnait la possibilité de revenir. Mais pas parce que je lui manquais, pas parce qu'il regrettait vraiment, seulement parce que son fantasme s'effondrait sans l'argent nécessaire pour le soutenir. 3 jours plus tard, le téléphone sonna. Numéro inconnu à nouveau. Cette fois, je décrochai, mais ne dis rien. J'attendis. « Chloé, tu es là? S'il te plaît, écoute-moi. » Sa voix était différente, tendue, presque effrayée. Je restai silencieuse. « Ok, je comprends. Tu ne veux pas me parler. Mais j'ai besoin que tu saches que ça ne se passe pas comme je pensais. Paris, c'est cher. Paula est... Ce n'est pas ce que j'espérais. Et sans accès à notre compte, je ne peux pas... Chloé, s'il te plaît, dis-moi au moins ce que tu as fait avec l'argent. La banque ne me donne pas de réponse claire. » Je restais complètement immobile, le téléphone pressé contre mon oreille, écoutant sa voix se briser légèrement, écoutant la réalité le frapper lentement, écoutant son château de cartes commencer à vaciller. « Chloé, tu es toujours là ?» Je raccrochai sans un bruit. Ce soir-là, je mis mon téléphone en mode avion et dormis profondément pour la première fois depuis que tout avait commencé. Le lendemain matin, quand je le rallumai, il y avait 18 appels manqués et 12 messages vocaux. Je n'en écoutais aucun. Mon avocat m'avait expliqué que le gel temporaire ne durerait que quelques semaines, le temps de l'enquête. Finalement, Julien récupérerait l'accès à sa part de l'argent. Mais d'ici là, le mal serait fait. Son appartement cher aurait accumulé des dettes. Paula aurait vu sa vraie version, celui qui ne pouvait pas tenir ses promesses luxueuses. Paris aurait perdu son éclat doré. Et moi, je serais ici, à Lyon, avec mon fils en bonne santé, avec mon compte secret intact, avec mon silence comme armure et mon absence comme vengeance. Julien pensait que le silence était passif, que ne pas répondre était une faiblesse, que l'ignorer, c'était abandonner. Il ne comprenait pas que parfois, le silence est la réponse la plus éloquente, que l'absence peut crier plus fort que n'importe quel mot, que disparaître de la vie de quelqu'un peut être la vengeance la plus cruelle de toutes. Chaque message sans réponse était une fissure de plus dans sa certitude. Chaque appel ignoré était un doute de plus planté dans son esprit. Chaque jour qui passait sans nouvelles de moi était une preuve de plus qu'il avait perdu le contrôle du récit. Et quand il comprendrait enfin ce qu'il avait perdu, quand Paris cesserait d'être un rêve pour devenir un cauchemar quotidien, quand il essaierait de revenir, je ne serais plus là à attendre. Il ne trouverait que l'écho de sa propre absence, renvoyé vers lui. Il ne trouverait que le silence qu'il avait semé cette nuit-là à l'hôpital, quand il pensait que me détruire serait facile. Je me servis une tasse de café et regardai par la fenêtre. Le soleil de Lyon brillait sur les toits. Léo chantait dans sa chambre en se préparant pour aller à l'école. La vie continuait, comme toujours, indifférente à nos petits drames humains. Et moi aussi, je continuais. Plus forte, plus calme, plus sûre que le silence que j'avais choisi était le meilleur adieu que je pouvais lui donner. Un adieu qu'il n'oublierait jamais. Il y a une différence entre survivre et vivre. Pendant les premières semaines après le départ de Julien, je ne faisais que survivre. Je me réveillais chaque matin avec un poids sur la poitrine si réel que j'avais parfois du mal à respirer. Je me douchais mécaniquement, préparais le petit déjeuner de Léo, l'habillais, l'emmenais à l'école, allais travailler, rentrais à la maison. Tout en pilote automatique,
comme si mon corps savait quoi faire, mais que mon esprit était complètement ailleurs. Les nuits étaient le pire. Quand Léo s'endormait et que la maison devenait silencieuse, quand il n'y avait plus de tâches à accomplir ni de distractions à poursuivre, c'est là que tout me tombait dessus. Je m'enfermais dans la salle de bain pour que mon fils ne m'entende pas, et je pleurais jusqu'à ce que ma gorge me brûle, que mes yeux me fassent mal, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à expirer. Je me regardais dans le miroir de la salle de bain, et je ne reconnaissais pas la femme qui me fixait. J'avais les yeux cernés, enfoncés dans leurs orbites, la peau pâle, les lèvres pincées en une ligne fine. J'avais perdu du poids, non pas que j'essayais, mais parce que manger semblait une tâche impossible quand on a l'estomac noué. Quand étais-je devenue ça? Quand avais-je cessé d'être Chloé Moreau, la traductrice freelance avec ses propres rêves, pour devenir un fantôme de moi-même? Mais le plus dur n'était pas la douleur, c'était l'humiliation. Chaque fois que je sortais faire les courses au supermarché du quartier, je sentais les regards. Lyon est une grande ville, mais la Croix-Rousse, notre quartier, fonctionne comme un petit village où tout le monde connaît les secrets de tout le monde. Et le mien avait cessé d'être un secret depuis longtemps. Et la pauvre, entendis-je la commerçante murmurer à une autre cliente quand elle pensait que je ne l'entendais pas. Son mari l'a quittée pour une plus jeune. Et avec un petit, imaginez. Elle a bien dû faire quelque chose, répondit l'autre femme. Les hommes ne partent pas sans raison. Je serrai la mâchoire et continuai de choisir des tomates comme si je n'avais rien entendu. Mais les mots se plantèrent en moi comme des éclats de verre. Le même après-midi, au parc où j'emmenais Léo après L-École, deux mères de L-École cessèrent brusquement de parler quand je m'approchai. Leurs sourires étaient forcés, gênés. « Salut, Chloé. Comment ça va ?» demanda l'une d'elles, Mélanie, avec cette voix aiguë que les gens utilisent quand ils ne savent pas quoi dire. « Bien, mentis-je. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais, n'hésite pas, » dit l'autre, Céline, mais ses yeux disaient le contraire. Ils disaient qu'elle ne voulait pas être mêlée à mon désastre. « Merci. » Je m'éloignai avant qu'elles ne puissent continuer leur fausse compassion. Je sentais leurs regards dans mon dos. Je pouvais les imaginer chuchoter dès que je serais hors de portée. « Tu as vu sa mine? Terrible. Elle doit être anéantie. Je ne laisserai jamais mon mari me faire ça. » Comme si c'était de ma faute. Comme si j'avais eu le choix. Quand nous sommes rentrés à la maison cet après-midi-là, Léo me posa une question qui me brisa le cœur. « Maman, pourquoi papa ne vient plus me voir ?» Je restais figée devant le frigo, une bouteille de lait à la main. « Papa travaille très loin, mon amour. Je te l'ai déjà expliqué. Mais avant aussi, il travaillait et il rentrait à la maison. Je n'avais pas de réponse à ça. Pas une que je pouvais donner à un enfant de 6 ans sans détruire son monde. Parfois, les adultes doivent faire des choses difficiles, dis-je finalement, détestant le vide de mes mots. Papa ne nous aime plus. Je m'agenouillai devant lui, pris son petit visage entre mes mains. Oh, papa t'aime très fort, Léo. Ça n'a rien à voir avec toi, tu m'entends? Rien du tout. Mais ses yeux me disaient qu'il ne me croyait pas tout à fait. Et cette nuit-là, quand je le couchais, je l'entendis pleurer doucement contre son oreiller. Je ne suis pas allée le consoler tout de suite, parce que j'avais besoin de me ressaisir d'abord, car si j'y étais entrée à ce moment-là, je me serais effondrée aussi. J'attendis que sa respiration se calme, que le sommeil le gagne, et c'est seulement alors que j'entrai dans sa chambre et m'assis au bord de son lit. Je lui caressai les cheveux pendant qu'il dormait, et jurai en silence que jamais je ne le laisserai sentir qu'il n'était pas assez, que c'était la faute de Julien, de son égoïsme, de sa lâcheté, pas de la nôtre. Les jours s'accumulèrent. 1 semaine, 2, 3, 1 mois. Le travail devint mon salut et ma condamnation. J'acceptais n'importe quel projet de traduction qu'on me proposait, peu importe qu'il soit fastidieux ou mal payé. J'avais besoin de garder mon esprit occupé. J'avais besoin d'argent. Mais surtout, j'avais besoin de sentir que j'avais un certain contrôle sur quelque chose, même si ce N n'était que sur le nombre de mots que je traduisais par heure. Je travaillais jusqu'à 2, 3 heures du matin. Je traduisais des manuels techniques, des articles universitaires, des documents juridiques. Mes yeux brûlaient de fatigue. Mon dos me tuait à force d'être assise devant l'ordinateur. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Parce que si je m'arrêtais, si je laissais mon esprit vagabonder, il allait inévitablement au même endroit sombre où vivaient toutes les questions sans réponse. Quand la tromperie avait-elle commencé? Des mois? Des années? Paula était-elle la première ou y en avait-il eu d'autres? Tous les voyages d'affaires étaient-ils des mensonges?
S'était-il moqué de moi pendant que je repassais les chemises qu'il portait pour être beau pour une autre femme? Et la question la plus douloureuse de toutes, qu'avais-je fait de mal? Car même si ma partie rationnelle me disait que ce N n'était pas de ma faute, que Julien avait pris ses propres décisions, que sa trahison parlait de son caractère et non du mien, il y avait une autre partie de moi qui ne pouvait s'empêcher de chercher des erreurs dans chaque souvenir. Avais-je été trop ennuyeuse? Trop centrée sur Léo? Trop peu ambitieuse? Pas assez belle, intéressante, désirable? Une nuit, épuisée après avoir terminé une traduction de 50 pages, j'ouvris une bouteille de vin. Je me servis d'un verre, puis un autre, et un autre. Et je me retrouvai assise par terre dans le salon, l'ordinateur portable ouvert devant moi, à chercher Paula sur les réseaux sociaux. Je n'aurais pas dû le faire. Je le savais même en le faisant. Mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Je la trouvai sur Instagram. Son profil était public. Des centaines de photos d'elle souriant sur des plages, dans des restaurants chics, à des fêtes. Elle était jeune, oui. Belle aussi. Mais ce qui me fit le plus mal, ce furent les photos récentes. Celles de Paris, celles d'elle avec Julien. Il y en avait une en particulier qui me planta un couteau dans l'estomac. Ils étaient dans ce qui semblait être un restaurant cher, elle avec une robe noire élégante, lui en chemise blanche. Tous deux souriaient à l'appareil photo, comme s'ils étaient le couple le plus heureux du monde. Et la légende disait « Nouveau départ avec mon amour. Paris, tu es magique. » Je fermai l'ordinateur portable d'un coup sec. Je respirais profondément. Puis je me levai, allai à la salle de bain et vomis le vin et le dîner. Je restai sur le sol de la salle de bain, appuyé contre le mur froid, et laissai les larmes couler. Je pleurais pour l'idiote que j'avais été, pour les années perdues, pour la famille que je pensais avoir, pour la version de moi-même qui était morte cette nuit-là à l'hôpital. Mais à un moment donné, entre les larmes et la fatigue, quelque chose changea. Je réalisai que continuer comme ça allait me détruire, que Julien m'avait déjà pris assez. Je n'allais pas le laisser me prendre aussi mon avenir, ma santé mentale, ma capacité à aller de l'avant. Je me relevai du sol, je me lavai le visage, je me regardais dans le miroir, et je pris une décision. Le lendemain matin, après avoir déposé Léo à l'école, je fis quelque chose que j'avais repoussé. J'appelai une psychologue. La première séance fut difficile. Parler à voix haute de tout ce qui s'était passé, admettre à quel point je me sentais brisée, reconnaître que j'avais besoin d'aide. Mais je sortis de ce cabinet en sentant que, pour la première fois depuis des semaines, j'avais fait un pas dans la bonne direction. Je commençais à y aller chaque semaine. J'appris que le deuil d'un mariage mort était aussi réel que n'importe quel autre deuil. J'appris que l'humiliation que je ressentais n'était pas parce que j'avais fait quelque chose de mal, mais parce que Julien avait choisi de m'humilier publiquement. J'appris que se reconstruire après une telle trahison n'était pas une question de jours ou de semaines, mais de mois, peut-être d'années. Mais que c'était possible. Je fis aussi autre chose. Je parlais à mon responsable à l'agence de traduction où je travaillais en freelance et lui demandai si je pouvais devenir employée à plein temps. J'avais besoin de stabilité, d'une mutuelle, de la certitude d'un salaire mensuel. Il m'offrit un poste. Ce n'était pas glamour ni particulièrement bien payé, mais C était sûr. C était un point d'ancrage. Peu à peu, brique par brique, je commençai à me reconstruire. Ce ne fut pas linéaire. Il y eut des jours où je faisais 3 pas en avant et 5 en arrière. Il y eut des nuits où je pleurais à nouveau dans la salle de bain. Il y eut des moments où la tentation de chercher Paula sur Instagram ou de répondre aux messages de plus en plus désespérés de Julien était presque insupportable. Mais je résistais. Et chaque jour où je résistais, chaque jour où je choisissais de me lever et d'avancer malgré la douleur, me rendait un peu plus forte. Léo aussi remarqua le changement. Il commença à sourire davantage, à poser moins de questions sur son père, à accepter que notre nouvelle normalité, bien que différente, pouvait être bien aussi. Un après-midi, alors que nous préparions le dîner ensemble, il me dit quelque chose qui me fit m'arrêter, le couteau à la main. « Maman, tu sais quoi ? Mon copain Paul dit que j'ai de la chance parce que tu joues avec moi tous les jours. » Sa maman n'a jamais le temps. Je le serrai si fort qu'il protesta en riant. Et je réalisai que Julien nous avait rendu service sans le savoir, sans sa présence toxique, sans ses exigences constantes d'attention, sans sa capacité à transformer n'importe quel moment heureux en champ de bataille. Léo et moi étions plus proches que jamais. Les fissures que la trahison avait laissées commençaient à se combler. Pas avec ce qui avait été, mais avec quelque chose de nouveau.
Quelque chose que nous construisions nous deux, ensemble, sans avoir besoin de personne d'autre. 4 mois après cette nuit à l'hôpital, ma vie avait trouvé un rythme. Ce n'était pas le rythme d'avant. Ce n'était pas parfait non plus, mais était le mien. J'avais un travail stable, Léo allait bien à l'école, et j'avais appris à dormir sans sursauter à chaque heure. J'avais même recommencé à rire sincèrement, quelque chose qui m'avait semblé impossible des semaines auparavant. J était en train de préparer un café un samedi matin. Léo dormait encore, quand mon téléphone vibra avec un email. Je ne reconnus pas l'adresse, mais l'objet me glaça le sang. « S'il te plaît, Chloé, j'ai besoin de te parler. » Mon premier instinct fut de le supprimer sans le lire. Cela faisait des mois que je n'avais plus de nouvelles de Julien. Après ses premières tentatives désespérées de me contacter, il avait cessé de me chercher. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Mon doigt resta suspendu au-dessus du bouton de suppression. Mais quelque chose, peut-être la curiosité ou le besoin de savoir que j'avais vraiment tourné la page, me fit l'ouvrir. « Chloé, je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit après tout ça. Je sais que j'ai été un lâche, un égoïste, un mauvais père et un pire mari. Mais je suis dans une situation compliquée et j'ai besoin de te parler. Paris n'a pas été ce que j'espérais. Paula et moi avons rompu il y a 2 mois. Le travail que je pensais obtenir ne s'est jamais matérialisé. Je vis en colocation avec 3 étudiants parce que je ne peux rien me permettre de mieux. J'ai des dettes que je ne sais pas comment payer. Et le pire dans tout ça, c'est que je n'arrête pas de penser à tout ce que j'ai perdu. À Léo, à toi, à la vie que nous avions. S'il te plaît, donne-moi juste une chance de m'expliquer, d'essayer d'arranger les choses. Tu es toujours ma femme. On peut réessayer. On peut être à nouveau une famille. Je t'en supplie, Chloé, réponds-moi. Je lus l'email 2 fois, puis une 3e. Et à chaque lecture, quelque chose en moi se durcissait davantage. On pouvait réessayer, maintenant que son aventure avait échoué, maintenant que Paris s'était avéré cher et solitaire, et ne ressemblait en rien au fantasme qu'il s'était construit, maintenant que Paula, probablement fatiguée d'un homme sans argent et sans avenir, l'avait quitté. Où était ce regret quand il m'avait envoyé ce message à l'hôpital? Où étaient ces mots quand il m'avait traité de médiocre? Où était son inquiétude pour notre famille quand il vidait notre compte en banque? Il n'y avait pas de regret sincère dans cet email, seulement des conséquences. Seulement un homme qui s'était écrasé contre la réalité de ses propres décisions et qui voulait maintenant revenir au refuge qu'il avait détruit. Je fermai l'email et le déplaçai dans le dossier spam. Je ne répondis pas un mot. Léo se réveilla quelques minutes plus tard, entrant dans la cuisine les cheveux en bataille et les yeux à moitié clos. « Bonjour, marmotte », lui dis-je, et ma voix sortit ferme. Normal, comme si je ne venais pas de lire les supplications d'un homme que j'avais autrefois aimé. « On va au parc aujourd'hui » demanda-t-il en bâillant. Bien sûr, après le petit déjeuner. 1 semaine passa, puis 2. Les emails continuèrent d'arriver, tous avec des variations sur le même thème. Il regrettait. Il avait fait une erreur. Il avait besoin de nous. Il voulait revenir. Je les supprimais sans lire au-delà des premières lignes. Il y avait un schéma prévisible dans son désespoir qui faisait presque pitié. Presque. Après les emails vinrent les SMS de numéros inconnus, puis des tentatives d'appel, puis un colis envoyé à la maison avec une lettre manuscrite de 10 pages que je n'ouvris même pas. Je la jetai directement à la poubelle. Mon silence, découvris-je, était la vengeance la plus parfaite que j'aurais pu lui donner. Chaque message sans réponse était une porte que je lui claquais au nez. Chaque appel ignoré était un rappel qu'il n'avait plus de pouvoir sur moi. Chaque jour qui passait sans que je lui donne ce qu'il voulait, la validation de mon attention, était un jour de plus où il devait faire face aux conséquences de ses propres actions. Mais Julien N n'était pas du genre à abandonner facilement quand son ego était en jeu. Un samedi après-midi, 2 mois après ce premier email, on sonna à la porte. J'ouvris, m'attendant au livreur avec les courses que j'avais commandées en ligne. Au lieu de ça, je me retrouvai face à Clara, mon ex-belle-mère. « Chloé, il faut qu'on parle », dit-elle, en forçant le passage sans attendre d'invitation. Je restai paralysée 1 seconde, puis je réagis. « Tu n'es pas la bienvenue ici, Clara. Ne sois pas ridicule. Il s'agit de mon fils. Et ton fils a cessé d'être mon problème quand il a décidé de nous abandonner. Il souffre, Chloé, tu n'as pas de cœur ? Il a fait une erreur, oui, mais il a payé pour. Paula s'est avérée être une profiteuse. Paris a été un désastre. Il a tout perdu. Ce n'est pas une punition suffisante ? Je la fixai. Cette femme, qui m'avait envoyé des messages me blâmant pour la rupture,
qui avait soutenu son fils inconditionnellement pendant qu'il nous détruisait, était maintenant à ma porte pour demander de la compassion. « Sors de chez moi, Clara. Il veut voir Léo. Il en a le droit. » Oh, qu'il parle à mon avocat des droits de visite. Mais il n'utilisera pas son fils comme excuse pour revenir dans ma vie. Tu es une femme cruelle, Chloé. Tu l'as toujours été. C'est pour ça que Julien... Oh, termine cette phrase et je jure que j'appelle la police. L'interrompis-je, ma voix plus froide que je ne l'avais jamais entendue. Quelque chose dans mon expression dut l'effrayer car elle recula d'un pas. Très bien. Mais souviens-toi de ça quand Léo demandera après son père et que tu devras lui expliquer que c'est toi qui l'as éloigné. Léo sait exactement qui l'a éloigné. Et quand il sera plus grand, il saura aussi qui était là tous les jours pendant que son père jouait à avoir une nouvelle vie. Je lui claquai la porte au nez et m'appuyai contre, le cœur battant la chamade. J'entendis ses pas s'éloigner, murmurant des insultes que je fis semblant de ne pas entendre. Léo sortit de sa chambre. « Aurait été qui, maman ?»« En personne d'important, mon chéri. » Ce soir-là, je reçus un message de Julien d'un autre nouveau numéro. Ma mère m'a raconté ce qui s'est passé. « Tu vas vraiment me refuser de voir mon propre fils ? Tu es devenue si vengeresse ? Je te croyais meilleure que ça, Chloé. Je pensais qu'au moins tu avais un peu d'humanité. Mais je vois que je me suis trompée sur toi aussi. » Quand je lus le message et quelque chose en moi fit tilt. C'était fascinant, vraiment. Sa capacité à tordre chaque situation pour se présenter comme la victime. Comment il pouvait abandonner sa famille, vider le compte en banque, détruire nos vies, mais que d'une manière ou d'une autre, c'était moi la cruelle pour ne pas lui répondre. Cette fois, je répondis. Mais pas à lui. J'appelai mon avocat. Je veux entamer officiellement la procédure de divorce, lui dis-je. Et je veux établir légalement les conditions de garde et de pension alimentaire. Vous êtes sûr ? Une fois que nous aurons commencé, il n'y aura pas de retour en arrière. J'en suis absolument certaine. 3 jours plus tard, Julien reçut les papiers du divorce par courrier recommandé. Et le message qui suivit fut différent de tous les précédents. « Sérieusement, Chloé ? Un divorce ? Après 13 ans ? Tu ne vas même pas me donner une chance d'essayer d'arranger les choses ? Je te supplie ! Je te dis que j'ai fait une erreur. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Je voulais répondre. Je voulais lui dire qu'il avait eu 13 ans pour apprécier ce qu'il avait eu d'innombrables occasions de choisir sa famille, que son erreur n'avait pas été un moment de faiblesse mais une série calculée de trahisons, qu'on ne pouvait pas démolir une vie entière et ensuite se plaindre que les morceaux ne se recollent pas. Mais je ne répondis pas, parce que je ne lui devais plus d'explications. Je ne lui devais plus rien. Les messages continuèrent d'arriver pendant des semaines. Chacun plus désespéré, plus pathétique, plus révélateur de qui était vraiment Julien quand il n'obtenait pas ce qu'il voulait. « Je vais me battre pour la garde de Léo. Tu vas regretter de m'avoir ignoré comme ça. »« Non, je t'aime encore, Chloé. Je t'ai toujours aimée. Et tu es une garce froide et calculatrice. Tu mérites d'être seule. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, parle-moi, juste une fois. » Chaque message était directement déplacé dans le dossier spam sans que je lise au-delà de la première ligne. Ma psy m'avait appris que répondre, même pour lui dire de me laisser tranquille, était lui donner exactement ce qu'il voulait, mon attention. Et je n'étais plus disposée à lui accorder une seconde de plus de mon temps. Un après-midi, ma meilleure amie Laura vint prendre un café à la maison. Elle avait été mon soutien pendant des mois, m'écoutant, m'aidant avec Léo quand j'en avais besoin. « Et tu ne lui réponds toujours pas ?» demanda-t-elle. « Pas un mot. Mais il doit devenir fou. Et c'est l'idée. » Laura me regarda avec quelque chose qui ressemblait à de la fierté. « Tu sais, quand tout ça a commencé, j'avais peur qu'il te détruise. Mais regarde-toi maintenant. Tu es une femme complètement différente. » Elle avait raison. J'y étais différente. La Chloé que Julien avait quittée cette nuit-là à l'hôpital aurait supplié, négocié, accepté des miettes d'attention pour maintenir l'illusion d'une famille. Cette Chloé était morte. Celle qui était née à sa place connaissait sa valeur. Elle savait que l'amour-haine n'était pas la souffrance. Elle savait que pardonner ne signifiait pas oublier et que certaines trahisons ne méritaient tout simplement pas de seconde chance. Ce soir-là, après avoir couché Léo, j'ouvris mes emails pour un dernier nettoyage avant de dormir. Il y avait un autre email de Julien. C était le plus long jusque à présent. Des milliers de mots déversés en paragraphes désordonnés sur le regret, l'amour, les secondes chances. Je le lus jusqu'au bout pour la première fois depuis des semaines. Et quand j'eus terminé, je ne ressentis ni tristesse, ni rage, ni même satisfaction.
Je ne ressentis rien. Un vide propre là où il y avait eu de la douleur. Je déplaçai le curseur vers le bouton de suppression. Et avant de cliquer, J écrivit un seul mot dans un nouveau document. Adieu, je ne le lui ai pas envoyé. C'était pour moi. Un adieu final à tout ce que nous avions été, à tout ce que nous ne serions jamais, à la vie qui s'était terminée dans un hôpital des mois plus tôt. Je supprimais son email. Je supprimais tous les précédents du dossier spam. Je bloquais chaque numéro depuis lequel il m'avait contacté. Je mis son adresse email sur la liste noire. Et alors, pour la première fois en 4 mois, je dormis toute la nuit sans me réveiller une seule fois. 1 an après cette nuit à l'hôpital, J était sur le balcon de notre nouvel appartement, regardant le soleil se coucher sur Lyon. Léo riait à l'intérieur, jouant à son nouveau jeu vidéo, son rire remplissant chaque recoin de cet espace que nous avions transformé en foyer. Notre foyer, sans écho du passé, sans fantômes dans les placards, sans souvenirs douloureux attachés au mur. Nous avions déménagé 3 mois plus tôt. L'ancien appartement, avec toute son histoire, avait cessé d'être un refuge pour devenir une prison de souvenirs. Quand l'occasion d'un appartement plus petit mais plus lumineux dans le vieux Lyon s'est présentée, je n'ai pas hésité. C était plus cher, oui, mais ma promotion à l'agence le rendait possible. Et plus que ça, nous avions besoin d'un nouveau départ dans un espace qui serait entièrement le nôtre. La première nuit ici, Léo avait couru dans les pièces vides, ses pas résonnant dans les échos, criant avec enthousiasme où nous allions mettre chaque chose. Et moi, j'y étais restée sur ce même balcon, regardant les lumières de la ville s'allumer une par une, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La paix. Le divorce avait été finalisé il y a 2 mois. Julien avait tenté de se battre pour la garde, comme il l'avait menacé. Mais son avocat lui avait expliqué la réalité. Un homme qui avait abandonné sa famille, vidé les comptes en banque et déménagé dans une autre ville avec sa maîtresse n'avait pas beaucoup de crédibilité devant un juge. On lui avait accordé des visites supervisées 1 week-end sur 2, avec obligation de payer une pension alimentaire. L'ironie, c'est que Léo avait vu son père exactement 3 fois en 1 an. Les 2 premières visites furent gênantes, pleines de silence tendu et de promesses vides. La 3e fois, Julien n'est tout simplement pas venu. Il avait envoyé un message disant qu'il avait une urgence professionnelle. Léo avait pleuré ce soir-là, et j'avais dû contenir ma propre colère en le consolant, lui expliquant que parfois les adultes déçoivent les gens qu'ils aiment. Mais après cette 3e fois, Léo avait cessé de demander. Il avait accepté, avec cette résilience incroyable qu'ont les enfants, que son père ne serait tout simplement pas présent. Et même si ça me brisait le cœur de voir cette acceptation dans ses yeux, J était aussi fière de le voir s'épanouir sans la présence toxique de Julien. Il avait commencé une thérapie pour enfants, sur la recommandation de la psychologue que je continuais de voir. Au début, je craignais que ça ne le marque, qu'il se sente différent ou brisé. Mais le thérapeute m'expliqua que les enfants sont comme de jeunes arbres. Avec le bon soutien, ils poussent fort même après une tempête. Et Léo poussait fort. Il avait de bonnes notes. Il s'était fait de nouveaux amis. Il avait découvert qu'il adorait dessiner, et notre frigo était couvert de ses créations. Dans aucun de ses dessins n'apparaissait son père. Mais nous y étions nous deux, toujours souriants, toujours ensemble. Mon téléphone vibra dans ma poche. Un message de Laura. Toujours partante pour demain. Dîner chez moi, 20h. Et cette fois, je n'accepterai pas de non. Je souris. Laura essayait de me faire sortir davantage, de reconstruire ma vie sociale. Elle avait même insinué la possibilité de me présenter quelqu'un, quand je serais prête. L'idée m'avait terrifiée au début. Refaire confiance à quelqu'un après Julien, ça semblait impossible. Mais dernièrement, je m'étais surprise à penser que peut-être, un jour, pas si lointain, je pourrais être prête. Non pas pour remplacer ce que j'avais perdu, mais pour construire quelque chose de nouveau. De plus sain, quelque chose basé sur le respect mutuel et non sur la dépendance ou les illusions. J'y serai, répondis-je. Je rangeai le téléphone et regardai de nouveau la ville. D'ici, je pouvais voir la basilique de Fourvière illuminée au loin, ses tours atteignant le ciel comme des doigts de pierre. J'avais toujours aimé cette vue. Elle me rappelait que les belles choses prennent du temps à se construire, que la patience et l'effort constant créent finalement quelque chose de magnifique. Ma vie en était la preuve. J'avais obtenu la promotion que j'ai mentionnée, devenant coordinatrice de projet à l'agence de traduction. Je n'étais plus seulement une freelance prenant n'importe quel travail. Maintenant, je dirigeais une équipe, prenais des décisions importantes
gagner un salaire qui nous permettait de vivre confortablement. Nous n'étions pas riches, mais nous n'avions pas à nous soucier de joindre les deux bouts. Plus important que l'argent, cependant, était le respect que j'avais gagné. Au travail, mes collègues appréciaient mes opinions. Ils me demandaient ce conseil. Ils faisaient confiance à mon jugement. C'était quelque chose que je n'avais jamais eu dans mon mariage avec Julien, où chaque décision que je prenais était remise en question, chaque réussite minimisée, chaque opinion ignorée. J'avais aussi repris mes études. Je m'étais inscrite à un master en ligne en gestion de projet. J'y étudiais le soir après avoir couché Léo, et même si c'était épuisant, était le genre de fatigue qui fait du bien. La fatigue de construire quelque chose, de grandir, de devenir la version de moi-même que j'avais toujours voulu être. La Chloé d'il y a un an n'aurait jamais imaginé cela. Cette Chloé était brisée, humiliée, convaincue que sa vie était finie, que sa valeur dépendait d'être la femme de quelqu'un, l'autre moitié d'un couple. Mais il s'avère que je n'étais pas une moitié, j'y étais entière par moi-même. « Maman, viens voir ça !» cria Léo de l'intérieur. J'entrai et le trouvai montrant avec enthousiasme l'écran de la télévision, où son personnage venait de terminer un niveau difficile. « Regarde, j'ai réussi sans aide. » Je savais que tu pouvais le faire, lui dis-je en lui ébouriffant les cheveux. Je m'assis à côté de lui sur le canapé et le regardai jouer. Dans des moments comme celui-ci, quand tout était calme et que nous n'étions que nous deux, je me permettais de penser à Julien. Plus avec colère, ni même avec tristesse, plutôt avec une sorte d'étrange gratitude. Parce que sa trahison, aussi cruelle qu'elle ait été, m'avait libérée d'une vie qui ne m'avait jamais vraiment appartenu. Elle m'avait forcé à trouver ma propre force. Elle m'avait appris que je pouvais survivre à des choses que je croyais mortelles. J'avais entendu, par des connaissances communes, que Julien était toujours à Paris, qu'il travaillait dans la vente, mais que ça n'allait pas fort, qu'il vivait en colocation, que Paula avait quitté Paris et était partie avec un autre homme à Valence, qu'il essayait de sortir avec d'autres femmes, mais que ça ne durait jamais longtemps. J'avais entendu tout ça et je n'avais rien ressenti, ni satisfaction de sa chute, ni pitié pour sa situation, simplement rien. Il était un étranger pour moi maintenant. Quelqu'un qui était passé dans ma vie mais qui n'avait plus aucun pouvoir sur mes émotions. Ça, plus que toute autre chose, était la preuve que j'avais vraiment guéri. Ma vengeance n'avait jamais été de le détruire activement. Je n'avais jamais cherché à ruiner sa vie ou à lui faire du mal. Ma vengeance avait été plus simple et plus puissante que ça. Ça avait été de lui refuser le spectacle de ma destruction. Ça avait été de me lever chaque jour et de choisir de bien vivre. Ça avait été de devenir quelqu'un qui n'avait pas besoin de lui, qui ne lui manquait pas, qui avait construit une vie meilleure sans lui. Ma vengeance avait été mon silence quand il attendait des cris, mon absence quand il attendait une poursuite, mon indifférence quand il attendait de la douleur. Et maintenant, 1 an plus tard, ma vengeance était cette vie, cet appartement rempli de lumière, cet enfant heureux et en bonne santé, ce travail qui m'épanouissait, cette version de moi-même que j'aimais enfin regarder dans le miroir. « Maman, ça va ?» demanda Léo, remarquant que J était restée silencieuse. « Oui, mon amour, je vais parfaitement bien. » Et c'était vrai, pas parfait dans le sens où tout était facile ou qu'il n'y avait pas de jours difficiles, mais parfait dans le sens où pour la première fois depuis longtemps, je me sentais complète. Je me sentais suffisante. Je me sentais libre. Ce soir-là, après avoir couché Léo, je retournai sur le balcon avec un verre de vin. L'air était frais. La ville scintillait de 1000 lumières différentes. Je pensais à toutes les femmes qui traversaient ce que j'avais traversé. Toutes celles qui se sentaient brisées, humiliées, convaincues qu'elles ne s'en remettraient jamais. Je voulais leur dire que si, c'est possible. Que la douleur n'est pas permanente. Que la trahison, aussi profonde soit-elle, ne définit pas qui vous êtes. Que vous pouvez vous reconstruire en quelque chose de plus fort, de plus brillant, de plus authentiquement vous. Je voulais leur dire que la vengeance n'implique pas toujours de faire du mal. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de bien vivre. C'est de refuser d'être détruite. C'est de se lever chaque matin et de choisir d'être heureuse malgré tout. Je levai mon verre vers la ville, vers la nuit, vers l'avenir qui s'étendait devant moi, plein de possibilités, au nouveau départ, murmurai-je. Et à ce moment-là, sur ce balcon, avec le vent dans mes cheveux et la ville respirant à mes pieds, je réalisais quelque chose de fondamental. Julien avait pensé qu'il me quittait. Mais en réalité, c'est moi qui l'avais laissé partir. J'avais laissé partir la version de moi-même qui avait besoin de sa validation. J'avais laissé partir la peur d'être seule.
J'avais laissé partir la croyance que j'avais besoin de quelqu'un d'autre pour être complète. Et en le laissant partir, j'avais trouvé quelque chose de bien plus précieux. Je m'étais trouvée moi-même. Le téléphone sonna. C'était ma mère. « Salut, ma chérie. J'appelais juste pour te dire que je suis fière de toi. De tout ce que tu as accompli cette année. Ah, merci, maman. Et je veux que tu saches quelque chose. Ce compte que je t'ai demandé d'ouvrir il y a des années, ce n'était pas seulement par précaution. C'était parce que je savais que tu étais plus forte que tu ne le croyais. Tu avais juste besoin d'une raison de te le prouver. » Je souris, sentant les larmes me piquer les yeux. Mais c'était de bonnes larmes cette fois. « Je t'aime, maman. Et moi aussi, ma chérie. Moi aussi. » Je raccrochais et restais un moment de plus sur le balcon, laissant la brise nocturne sécher mes larmes. Puis j'entrais, fermais la porte à clé et allais dormir. Demain serait un autre jour. Un autre jour pour construire, pour grandir, pour vivre. Un autre jour pour prouver que la meilleure vengeance contre celui qui essaie de vous détruire n'est pas de sombrer avec lui dans la boue. C'est de s'élever si haut qu'il ne peut même plus vous voir de là où il est. Et alors que je m'endormais, avec le son de la respiration calme de Léo venant de sa chambre, je sus avec une certitude absolue que j'avais déjà gagné. Non pas parce que Julien avait perdu, mais parce que j'avais triomphé. Ici, c'était la seule victoire qui comptait vraiment,